Bonjour à toutes et à tous. Julie Bourdel, responsable du développement et des événements chez Admical. Alors, je vois que vous êtes en train de vous connecter, donc on va attendre que la plus grande partie d'entre vous soit connectée avant de commencer. Donc, on est ravis avec Adèle Desmichel, donc chargée de programmation événementielle chez Admical, de vous accueillir pour ce second lab webinaire de l'année, donc dédié effectivement au lien entre le mécénat de compétences de fin de carrière et la réforme des retraites. Donc pour celles et ceux parmi vous qui participeraient à un webinaire pour la première fois d'Admical, ce format a trois objectifs. Donc le premier, c'est de vous donner accès à un certain nombre de contenus, d'informations de la part des experts et professionnels du secteur. Le second, c'est de pouvoir vous permettre aussi de vous poser des questions sur vos pratiques au quotidien. Et puis le troisième, d'avoir d'entendre une multiplicité de voix sur un sujet spécifique et donc d'avoir des éclairages multiples. Alors, ce webinaire est enregistré et puis il donnera lieu donc à la fois à un replay et à un compte rendu qu'on vous fera parvenir dans les prochaines semaines avec la présentation qu'on est en train de diffuser cet après-midi. Et donc, toutes les deux, nous vous proposons donc le programme suivant. Donc, un premier temps de rappel du contexte et du cadre légal, puis donc une table ronde avec un panel que je vais vous présenter dans quelques instants, qui donc aura la lourde tâche de répondre principalement à deux ou trois questions. Donc, une première sur ce que la réforme des retraites change, liée à la seconde qui est donc quels sont les enjeux autour du dispositif du mécénat de compétences de fin de carrière. Et puis une troisième autour des bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on peut garantir la qualité du dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière? Et donc ensuite, on aura un temps de questions-réponses animé par Guillaume, qui est responsable du développement territorial chez Admical. Et je vous remercie tous les deux pour votre aide cet après-midi. Alors, pour commencer, donc, je vais bien sûr vous présenter nos panélistes du jour. Donc, merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alice, tu es responsable nationale des partenariats chez Habitat et Humanisme et puis déléguée régionale bénévole pour l'Auvergne-Rhône-Alpes chez Admical. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Habitat Humanisme, c'est une association qui répond à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté en agissant sur la question du logement, l'insertion et le lien social. Voilà. Béatrice, donc, vous êtes chef de projet MOH chez Harmonie Mutuelle et vous êtes actuellement justement en mécénat de compétences de fin de carrière, donc chez Proxité. Alors peut-être pour présenter, donc Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle santé, prévoyance et retraite, donc très en lien avec notre sujet du jour. Et vous êtes d'ailleurs une entreprise à mission, voilà, mutualiste du groupe Vive. Proxité contribue à la réussite sociale et à l'orientation professionnelle et choisie donc, de jeunes des territoires en difficulté. Et en fait, c'est grâce au partenariat entre Harmonie Mutuelle et la Break Poverty Foundation que vous avez pu entrer en contact avec Proxité. Laurent, tu es directeur délégué au programme et à la recherche et directeur général de Pro Bono Lab. Donc, Pro Bono Lab, en quelques mots, et vous le savez sans doute déjà, accompagne les entreprises citoyennes et donc co-construit des programmes d'engagement avec leurs collaborateurs. Et puis enfin, Corinne, tu es présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences et déléguée générale du fonds de dotation Servier Mécénat, ou peut-être dans l'autre sens. À toi de nous dire. L'Alliance rassemble 27 entreprises engagées qui proposent du mécénat de compétences à leurs collaborateurs et donc agit sur la réflexion autour des enjeux qui leur sont liés. Et Servier Mécénat soutient la recherche, l'innovation et l'accès aux soins.
Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous pour ce webinaire. Alors, petite précision sur nos liens. Servier Mécénat, Harmonie Mutuelle et Habitat Humanisme sont adhérents Admical et on est très heureuse de pouvoir vous donner des exemples concrets et remarquables d'actions de mécénat de compétences. On travaille main dans la main avec Pro Bono Lab dans le cadre du focus mécénat de compétences du baromètre du mécénat d'entreprise Admical notamment. Et puis, donc, avec Pro Bono Lab et l'Alliance pour le mécénat de compétences, on délivre ensemble une formation de l'Institut Admical qui est dédiée à l'engagement des collaborateurs. Voilà, vous savez tout sur nos relations à ce stade. Alors, quels sont nos objectifs cet après-midi? Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu quelles sont les dynamiques à l'œuvre en matière de mécénat de compétences de fin de carrière dans un contexte qui évolue et donc avec cette nouvelle réforme des retraites donc, qui a été promulguée le 15 avril dernier, mais qui est encore en discussion cette semaine. Et puis, donc, d'avoir une vue d'ensemble, effectivement, sur les enjeux, limites et bonnes pratiques du dispositif. Et donc, pour introduire le sujet, je voulais peut-être rappeler quelques éléments du cadre légal du mécénat de compétences. Donc, il y a peut-être parmi vous des personnes qui découvrent ce dispositif. Donc, vous voyez à droite, en exclusivité d'ailleurs, la nouvelle fiche repère dédiée au mécénat de compétences qui sera bientôt mise en ligne sur notre site internet. Donc, on est en train de refondre et de mettre à jour surtout toutes nos fiches repères. Et donc, celle-ci vous donnera toutes les précisions sur le dispositif juridique. Et donc, il est peut-être utile de rappeler que ce dispositif, donc du mécénat de compétences, est un dispositif qui est proche effectivement du mécénat en nature, qui permet un transfert gratuit de compétences en faveur d'un projet d'intérêt général. C'est toujours important de le rappeler. Il faut que l'association, l'organisation qui accueille des collaborateurs en mécénat de compétences puisse être éligible au mécénat pour que l'entreprise puisse accéder aux dispositifs fiscaux liés. Et donc, cette mise à disposition, elle peut effectivement se faire sous deux formats. Alors, je n'entrerai pas dans le détail des précisions juridiques. Alors, d'une part, parce que ce n'est pas mon expertise, et d'autre part, parce que vous avez des documents pédagogiques sur notre site qui le feraient beaucoup mieux que moi, mais on a le choix effectivement entre le cadre d'une prestation de service ou le cadre d'un prêt de main-d'œuvre. Et donc, ce dispositif, effectivement, permet d'avoir accès à la réduction d'impôts liés. Petite évolution donc, du cadre. En 2019, le législateur a plafonné la défiscalisation des salaires à la suite de certains excès. Et donc maintenant, effectivement, le plafond est à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, donc environ 120 000 euros bruts par an par salarié, donc une belle enveloppe. Et donc, autre précision, on recommande de ne pas dépasser 2 ans pour la durée d'un mécénat de compétences pour les entreprises de plus de 5 000 salariés. Voilà. Alors, sur la slide après, vous verrez donc un dessin de notre facilitatrice graphique, Philine Belnou, qui voilà, avait résumé très simplement les différences entre les deux options donc, de prestation de service ou de prêt de main-d'œuvre lors d'un atelier juridique dédié à cette question au Mécène Forum 2021. Et donc, sur la slide d'après, je voulais juste qu'on fasse un petit arrêt sur image sur alors cette petit trait d'humour qui montre bien, je pense, l'enjeu principal de ce dispositif qui ne doit pas être associé à une politique de ressources humaines en premier lieu. Et donc, que vous dire de plus sur ce dispositif? Donc, l'idée, c'est bien sûr de conserver le salarié dans l'effectif de l'entreprise, de pouvoir penser une transition vers la retraite avec voilà, un besoin de retrouver du sens pour le collaborateur qui peut se faire dans le cadre d'une mission en mécénat de compétences de fin de carrière. Et puis, peut-être aussi de se dire que cette mission pourrait se transformer à l'issue de la vie professionnelle du salarié en bénévolat. Voilà, et donc merci à Adèle qui a déniché cette petite caricature.
Alors, je reviens, mais je sais que Laurent, tu le feras beaucoup mieux que moi sur effectivement les principaux chiffres du baromètre du mécénat d'entreprise Admical. Donc, effectivement, on est à 7% du budget du mécénat qui se fait en mécénat de compétences. Et donc, on a 40% des entreprises engagées en mécénat de compétences qui pratiquent le mécénat de compétences de fin de carrière. Euh, voilà. Alors, le seul petit bémol, c'est que notre échantillon ici est très faible. Voilà. Donc, on raisonne vraiment sur une petite partie des entreprises qui utilisent ce dispositif. Voilà. Sans plus attendre, donc, je vous propose d'attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce que change cette nouvelle réforme pour notre dispositif? Donc, on voit bien que le taux d'emploi diminue nettement à partir de 60 ans, donc selon le service statistique du ministère du Travail. Et donc, on peut se demander si dans ce contexte-là, le mécénat de compétences de fin de carrière a sa carte à jouer. Alors bien sûr, on peut voir le verre à moitié plein. Cette réforme permet peut-être de rallonger les missions de mécénat de compétences de fin de carrière. Et puis de l'autre côté, quel va être l'impact du report de l'âge de départ des salariés qui devraient partir à la retraite sur leur motivation, alors qu'ils fassent ou non du mécénat de compétences de fin de carrière déjà. Et puis, quel avenir pour des salariés engagés dont les missions ne pourront pas être prolongées et qui devront réintégrer les effectifs de l'entreprise. Donc Laurent, je me tourne donc vers toi pour commencer et pour avoir un petit peu ta vision des enjeux qui sont soulevés par cette réforme des retraites. Et puis je sais que tu auras peut-être des chiffres à partager avec nous, euh, notamment sur la question de l'engagement des seniors de manière générale. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors effectivement, cette réforme des retraites, elle a fait beaucoup réagir. Elle a aussi fait réagir le monde associatif, puisqu'elle vient quand même s'inscrire dans un contexte où on observe depuis déjà une dizaine d'années, voire plus, une baisse de la proportion de personnes de 65 ans et plus qui donnent de leur temps aux associations. Donc c'était quelque chose qui était déjà visible, qui a été mis en évidence notamment par les différentes études qui sont menées par Recherche et Solidarité, qui justement interrogent l'engagement dans le monde associatif en France depuis 2010 maintenant. Et ce que ces études assez régulières, je vous mettrai le lien vers la dernière mouture qui date de ce début d'année, donc on a des chiffres relativement récents, je pourrais vous les mettre en conversation juste après. Mais ce qu'on observe, c'est que le taux d'engagement de ces 65 ans et plus est passé sur ces 15 dernières années de 37 à 38% à aujourd'hui 25%, c'est-à-dire la même proportion que les 15-34 ans. Là où avant, effectivement, on avait une proportion beaucoup plus significative et beaucoup plus représentée dans l'engagement des associations. Or, ces personnes retraitées restent néanmoins le squelette de l'engagement dans les assos, pour des questions de régularité, de temps disponible. Et aujourd'hui, même si c'est la même proportion du côté des jeunes, ce n'est pas forcément les mêmes manières de s'engager. C'est plus volatile, c'est plus ponctuel. Et donc, ça pose effectivement une vraie question. Et donc, quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué à mesurer, à évaluer en termes d'impact, on sait que le report de l'âge de la retraite ne pourra avoir qu'un effet négatif sur l'engagement bénévole sur cette population cible. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on puisse te le dire concrètement, et tu le rappelais, Julie, avec les quelques chiffres que tu as cités sur le baromètre amical, quelles que soient les vertus, ça va être détaillé par la suite du mécénat de compétences, et notamment sur la fin de carrière, les volumes qui sont en jeu ne permettront pas d'être compensés par du mécénat de compétences et du mécénat de compétences de fin de carrière. Donc je pense qu'il faut vraiment replacer le contexte, c'est-à-dire qu'on est face à une réforme et avec des impacts qui pourront être significatifs. Le mécénat de compétences, et notamment le mécénat de compétences de fin de carrière, a énormément de vertus. On est profondément convaincu et on l'observe sur le terrain, que ce soit sur la transition emploi-retraite, que ce soit sur le temps qui va être apporté aux associations et donc la réponse à leurs besoins. Néanmoins, ça reste encore un dispositif qui est pratiqué par peu d'entreprises, plutôt des grandes, pas forcément sur du temps long, et là aussi ça pourrait être illustré.
Et donc aujourd'hui, la question qui se posera, c'est plutôt comment est-ce que ce dispositif peut faire aussi effet levier sur l'engagement au sens large et l'engagement notamment sur cette transition emploi-retraite. Voilà pour ce propos introductif. Merci Laurent de rappeler effectivement ce chiffre qui est un petit peu inquiétant de la baisse effectivement de l'engagement des seniors, qui est une baisse pour la première fois en France si ma mémoire est bonne. Béatrice, je me tourne vers vous. Là, vous êtes salariée chez Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années et puis en mécénat de compétences depuis le mois de septembre. Est-ce que vous êtes concernée par le report de l'âge de départ à la retraite et comment est-ce que ça influence, alors d'une part peut-être votre rapport au travail et puis votre rapport au mécénat de compétences de fin de carrière? Bonjour à tous. Oui, je suis impactée par la réforme. Donc, j'aurai entre 1 an et demi, 2 ans supplémentaires à être salariée. Donc, moi, j'ai toujours eu une activité associative bien remplie. Donc, je me disais, ben, ça continuera quand je serai à la retraite. Et puis, bon, par l'intermédiaire de mon employeur, j'ai vu qu'à partir de 58 ans, on pouvait faire du mécénat de compétences et on avait droit à 20 jours par an. Donc, même avant la réforme de la retraite, j'avais envie de me lancer parce que justement, par mon expérience associative, je voyais que parfois, on a besoin de compétences spécifiques, professionnelles. Et dans les petites structures, ce n'est pas toujours évident. Et là, donc, j'avais commencé ce mécénat au mois de septembre dernier, donc avant la réforme. Ben, j'espère pouvoir le poursuivre jusqu'à ma fin de carrière officielle, si je peux dire, parce que c'est un petit échappatoire et je pense qu'on peut mettre nos compétences, soit professionnelles, soit notre vécu associatif et puis toute notre vie personnelle. Hein, on a tous des compétences, des fois on ne les connaît pas d'ailleurs. On peut les mettre à disposition d'associations et rendre service. Bien entendu, il ne faut pas que ça remplace l'embauche de salariés. Il ne faut pas partir sur ce point-là. Mais je pense que c'est progressif, ça permet d'être toujours actif, de prendre un peu de recul, de se remettre en cause par rapport à son quotidien professionnel et de rester dans une bonne démarche volontariste. Oui, on aura l'occasion un peu plus tard de revenir effectivement sur les, les grandes qualités du mécénat de compétences à la fois pour l'association, pour le salarié et puis pour les entreprises. Et vous avez tout à fait raison de souligner un point important qui est effectivement que ce dispositif-là ne doit pas compenser ni une politique RH défectueuse de l'entreprise, ni une politique RH défectueuse côté association et effectivement ne pas venir concurrencer. Je sais qu'on reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Et merci de partager avec nous, avec enthousiasme, cette expérience. Corinne, je me tourne vers toi pour avoir ton avis sur les enjeux qui sont liés au dispositif. Alors peut-être d'une part, avec ta casquette Alliance pour le mécénat de compétences, je crois que tu as prévu de travailler sur le sujet du mécénat de compétences avec les membres de l'Alliance et puis aussi avec ta casquette fonds de dotation Servi Mécénat parce que je sais que tu es très attentive notamment à ce qu'il n'y ait pas d'assimilation entre un dispositif de départ forcé ou contraint et puis ce dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière. Et côté amical, on est assez convaincu qu'il ne peut pas y avoir d'instrumentalisation de l'outil pour gérer le sujet de l'emploi des seniors. Tout à fait. Merci Julie et bonjour à tous. Effectivement, ce sujet du mécénat de compétences nous occupe évidemment à l'Alliance, puisque c'est autour de ce dispositif que nous sommes réunis et que nous avons réuni 27 dirigeants d'entreprise qui ont eux-mêmes signé un manifeste de mécénat de compétences qui globalement les engage à soit instaurer du mécénat de compétences quand ce n'est pas encore fait, soit à le développer sous toutes ses formes, sous tous ses formats possibles, en France et à l'international quand l'entreprise est internationale, et puis développer des études sur le sujet, des études d'impact, des études sociologiques, etc. Donc, bien évidemment, le sujet d'aujourd'hui va nous occuper. J'ai bien entendu ce qu'a dit Laurent
par son constat que, vu le chiffre annoncé de baisse progressive d'investissement des seniors dans le milieu associatif, ça risquait d'empirer en fait la situation. Moi, j'essaierai d'être un peu plus positive en disant que c'est peut-être aussi une magnifique opportunité justement, alors pour les entreprises, bien sûr, de reconsidérer un peu la situation. En tout cas, c'est le moment ou jamais de les resensibiliser à l'intérêt que ça pourrait avoir auprès de leurs salariés, bien sûr auprès des associations, mais ça, le discours est toujours le même, hein, mais aussi, bien sûr, par rapport aux seniors qui vont devoir rester plus longtemps, d'une part. Et puis, c'est aussi le moment, je pense, justement, de sensibiliser les pouvoirs publics sur cette problématique que vous avez soulevée, et notamment Laurent, pour qu'il y ait peut-être intervention, incitation, déjà à garder les seniors dans l'entreprise, parce que dans le cadre de la réforme, ça n'a pas été fait, et je pense que parallèlement, ça m'engage moi personnellement, il aurait été bien de travailler en même temps sur des mesures d'incitation pour les garder déjà, et pas seulement d'avoir à communiquer sur le taux de seniors dans l'entreprise. Donc déjà, ça a été annulé par le Conseil constitutionnel, mais en plus, je pense que ça ne suffit pas d'une part. Et deuxièmement, je pense que notre rôle amical, nous, l'Alliance pour le mécénat de compétences et tout l'écosystème, ça va être de pouvoir dire que c'est vraiment une solution parmi certainement d'autres solutions qui vont pouvoir être apportées aux salariés qui seront à 2 ans de la retraite à taux plein pour s'engager de manière heureuse, pas contrainte. Bien sûr, je reviens sur ce sujet parce que on a pu constater certaines pratiques. Alors, c'était peut-être aussi le début du dispositif où finalement ça a été perçu comme une solution dans le cadre de PSE ou de futur PSE, d'être un outil comme les autres. Voilà. Mais ça a pu aussi, à certains moments, avoir cette image on veut se débarrasser de nous. Donc voilà. Or, c'est pas du tout ça. C'est un magnifique dispositif. Pour moi, c'est que du bonheur. Et pour parler de Servier, justement, je travaillais sur le sujet depuis un moment et ça y est, ça a été validé. On va pouvoir si on est salarié à 2 ans de la retraite à taux plein, s'investir donc jusqu'à 2 ans, entre 6 mois et 2 ans. Si on prend connaissance du dispositif alors qu'il ne nous reste plus que 6 mois, ben on peut rentrer dedans, donc maximum 2 ans. Donc 100% de son temps est resté payé 100% du salaire fixe. On retirera évidemment le variable, ça ce qui est normal, mais maintien du 13e mois, maintien de la participation, de l'intéressement, de l'ancienneté, et notamment quand à l'issue de la mission, ben, évidemment, le collaborateur après termine complètement et part, ben, sa prime de départ sera calculée sur son salaire avant la mission, qu'il ne perde pas ce côté variable qui a disparu pendant la mission. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir proposer ça en interne. Alors, nous, le problème par exemple, c'est Béatrice qui se retrouve en milieu ou au début de sa mission avec une réforme législative qui va modifier. Et là, on compte sur les entreprises pour réagir dans le bon sens. Et évidemment, il n'y avait peut-être pas de clause de revoyure dans la convention ou l'avenant au contrat de travail, mais il va falloir justement que les entreprises se mobilisent pour pouvoir adapter et ne pas dire aux salariés, bah, vous avez fini peut-être vos 2 ans, mais vous revenez. Bah non, il va falloir, enfin moi c'est le conseil que je donne évidemment sans aucun pouvoir, mais vraiment le conseil à donner c'est, eh bien il va falloir rajouter le temps jusqu'à la retraite à taux plein. Voilà, il faudrait que les institutions, le gouvernement puissent peut-être se positionner aussi par rapport à ça, disent quelque chose et que voilà, on est en pleine mouvance, mais c'est une vraie solution pour moi et je pense que si vraiment on saisit la balle en plein vol, on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Et Corinne, tu fais bien de souligner l'importance de porter un plaidoyer sur ce sujet. Et je sais qu'on va y travailler de manière un peu plus rapprochée.
prochainement. Intéressant effectivement de souligner à quel point il y a une carte à jouer effectivement pour les entreprises dans un contexte tel que celui d'aujourd'hui. Et je sais qu'on va revenir un peu plus tard sur les différents freins que tu avais identifiés au sein de Servier, que tu as réussi à lever très récemment. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail dans les modalités et la déontologie, je me tourne donc vers Alice pour finir peut-être un premier tour de table. Alice, te laisse peut-être rebondir dans un premier temps sur l'impact de la réforme que tu peux observer chez Habitat et Humanisme et éventuellement rebondir sur les précédents enjeux qui ont été soulignés. Et puis peut-être dans un temps 2, nous présenter ton dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière chez Habitat et Humanisme, qui ne fait que du fin de carrière. Merci Julie. Bonjour à tous. Alors, s'il faut parler en effet de l'impact de la réforme, ou en tout cas de toutes les discussions sur cette réforme depuis plusieurs mois, c'est vrai qu'on a eu peut-être 1 ou 2 cas d'entreprises qui étaient en train de mettre en place ce dispositif en entreprise et qui ont fait une pause sur la confirmation de certains candidats qui s'étaient positionnés pour des missions en fin de carrière chez Habitat Humanisme. Donc après, depuis, ils sont un peu revenus quand même sur cette pause et donc continuent leur engagement. Donc voilà, c'était en effet une pause de sécurité, je dirais, puisqu'il y a quand même beaucoup de questions, mais ça ne remet pas en cause la démarche en effet de l'entreprise en question qui en effet va au-delà du dispositif de ces retraites. C'est en effet, je pense, une démarche plus globale, un peu de gestion en effet de ses collaborateurs et d'implication, de rôle à jouer socialement aussi sur les territoires. Et je trouve que c'est un levier complémentaire pour une entreprise pour être engagée socialement sur son territoire. Voilà. Donc l'impact aujourd'hui, en tout cas, n'est pas senti, d'autant que chez Habitat et Humanisme, en effet, si on peut voir dans les slides suivantes, on accueille justement des personnes en mécénat de compétences depuis très longtemps maintenant. Alors, on a parlé d'Orange, c'est vrai que c'est avec la mise en place du dispositif par Orange qu'on a pu très rapidement en bénéficier. Et aujourd'hui, on accueille, je dirais, tout au long de l'année, par exemple, là, ce sont les chiffres de 2022, on a accueilli 70 personnes en mécénat de compétences fin de carrière dans le mouvement. Donc, on est aussi 58 associations, donc c'est vrai qu'on est un réseau territorial très étendu qui permet aux collaborateurs vraiment de choisir des missions sur tout le territoire. Et toutes nos associations, depuis maintenant une quinzaine d'années, sont très informées de ce dispositif. Donc, je pense que ça facilite aussi la progression du nombre de personnes en mécénat de compétences. On travaille globalement avec une dizaine d'entreprises chaque année. Et puis, donc, ce sont aujourd'hui, en effet, 30 associations aujourd'hui qui accueillent dans leur structure des personnes en mécénat de compétences fin de carrière. Voilà. Donc, on voit ici la progression. Alors, on constate en effet une forte progression depuis quelques années. Je pense qu'elle est peut-être liée aussi au fait que le dispositif est de plus en plus connu par nos associations. Nos associations aussi ont des besoins humains, je dirais, très, très progressif et de plus en plus important. Donc, c'est vrai que nous, on porte aussi, en tant que fédération, cette possibilité de faire appel à des personnes en mécénat de compétences pour répondre à des besoins dans un stade, en effet, de progression. Et en effet, pour rebondir sur ce que disait Béatrice, l'idée, c'est pas de remplacer des salariés, parce que souvent, nos associations, surtout, n'ont pas les moyens d'avoir ces salariés, mais bien de voir aussi, parfois, est-ce qu'il est opportun d'avoir une personne à ce poste. Donc, c'est aussi une opportunité aussi pour l'association de voir voilà, l'opportunité d'avoir une personne salariée à terme, et donc avoir une personne en mécénat de compétences. Pour nous, c'est très précieux aussi dans ce cadre-là. Donc, on constate aussi une progression du mécénat de compétences parce qu'on constate aussi que de plus en plus d'entreprises se positionnent sur ce dispositif. Et nous, donc on en bénéficie, je dirais, progressivement chaque année. Donc, là, on voit aussi qu'il y a par curiosité, on vous donne l'équilibre homme-femme. Hein, on est 61%, 39%. Alors, les profils des personnes qu'on a en mécénat de compétences fin de carrière sont plutôt des personnes, des cadres supérieurs, voire dirigeants. Et donc, voilà, je veux dire, la pyramide des âges actuels sur ces types de postes sont plutôt masculines. Donc, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on a une plus grande proportion d'hommes actuellement, en tout cas, dans ce profil de mécénat de compétences fin de carrière.
Pour vous donner aussi une petite idée un petit peu des missions, alors j'ai été heureuse d'entendre en effet Béatrice dire que la mission qu'elle fait aujourd'hui n'est pas le métier qu'elle exerce aujourd'hui chez Harmonie Mutuelle. Et on constate en effet que les personnes qui s'intéressent à ce dispositif ne recherchent pas systématiquement de faire la même chose qu'en entreprise. Au contraire, elles souhaitent justement ouvrir un peu leurs horizons et mettre à disposition leurs compétences, toutes leurs qualités aussi personnelles et humaines et leur expérience humaine au service d'une association, et ça peut aller souvent au-delà du métier qu'elles exerçaient. Donc là, dans le mouvement Habitat Humanisme, on constate qu'il y a une très grande diversité des missions, que ce soit des missions par exemple d'accompagner nos familles, qui est gérer une mission qui est occupée par plus de la moitié de nos bénévoles. Donc là, on est vraiment dans l'humain, accompagner nos locataires dans leur réinsertion. Il va y avoir des missions plus de communication, sur les sujets de la communication, sur les sujets des ressources financières, des personnes qui continuent aussi dans le sujet des RH, dans la comptabilité. Et bien sûr, nous, on a vraiment le champ immobilier qui est très important. Donc, on a aussi beaucoup de personnes du secteur du bâtiment et de l'immobilier qui sont en mécénat de compétences et qui nous aident sur le terrain à justement monter nos opérations immobilières. Voilà. Et donc là, on vous donne justement un panel des entreprises avec lesquelles on travaille le plus régulièrement sur ces sujets de mécénat de compétences. Et si on peut regarder en effet chez nous, quels sont les avantages pour nos associations? Je dirais qu'ils sont multiples et on n'y voit que du positif, en tout cas chez Habitat Humanisme, puisque ça répond à beaucoup de freins qu'on constate nous en association, faute aussi de capacités humaines, hein, souvent. Donc pour nous, ça permet du coup de recruter des personnes avec des profils aussi très particuliers, hein, ou très spécifiques sur des missions pour lesquelles l'association n'aurait pas les moyens de recruter en direct. C'est aussi bien sûr un véritable apport de compétences, puisqu'on a vraiment des personnes qui viennent vraiment avec leurs compétences et qui souhaitent les partager. Donc pour nous, c'est très, très bénéfique. Et puis aussi des façons de travailler aussi d'entreprises qui sont parfois intéressantes à appliquer aussi dans les associations pour structurer aussi parfois les associations. Et puis, bénéficier de personnes, l'accueil de personnes en mécénat de compétences d'entreprises avec lesquelles on est déjà mécène, c'est gérer un levier complémentaire aussi de relation avec nos mécènes et qui enrichit le partenariat avec ces entreprises. Et enfin, alors ça, c'est certain que pour nous, on est souvent enchanté du résultat de ce mécénat de compétences quand on voit que, bien sûr, cette personne qui était en mission en mécénat de compétences, finalement, reste à l'issue de sa mission en tant que bénévole au sein de l'association. Pour nous, c'est une preuve, en effet, que voilà, ça a bien fonctionné des deux côtés, côté association et collaborateurs, et que voilà, c'est tout bénéfice voilà, pour tout le monde. Merci Voilà. Alice pour cette présentation voilà, très complète et concrète du dispositif. C'est intéressant en effet de voir que alors, chez Habitat Humanisme, on est plutôt sur des profils cadres et que c'est forcément peut-être qu'il y a moins de non-cadres aujourd'hui chez vous, mais il pourrait y en avoir. Intéressant de préciser qu'effectivement, il y a des missions plus ou moins capées et que voilà, une typologie de mission assez large. Et peut-être qu'il serait intéressant que tu nous dises ce que le temps long apporte. Enfin, quel est l'avantage du message de compétences de fin de carrière par rapport au message de compétences classique? Alors, c'est vrai qu'une association elle travaille sur le temps long, en tout cas c'est le cas d'Habitat Humanisme, hein, puisqu'on accueille des personnes sur plusieurs années, on construit du logement, donc ce sont des sujets qui se font sur le long terme. Et donc c'est vrai que pour nous, on est plutôt friands qui restent 1 an, 2 ans, puisque ça nous permet vraiment de leur confier des missions qui ont plus de sens sur la durée. Et je pense aussi en termes d'intégration, c'est important que la personne puisse avoir des perspectives de temps, puisqu'il n'est pas toujours facile d'arriver dans une association quand on vient de l'entreprise. Il faut quand même un temps d'adaptation aussi pour cette personne, pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer pleinement. Donc le mécénat de compétences fin de carrière, de ce point de vue-là, je dirais 1 an, c'est très bien. Si c'est 2 ans, alors là, pour nous, c'est parfait parce que la personne gagne vraiment en autonomie et peut donner pleinement voilà, de ses compétences à l'association. Voilà.
Et c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité pour du mécénat de compétences très ponctuel de quelques jours. Et c'est vrai que pour nous, compte tenu en tout cas de notre activité, c'est compliqué de pouvoir répondre à ce type de demande. Ce qui ne veut pas dire que parfois, sur certains types de missions, le format temps court ne va pas être parfait. Ouais, mais en effet, c'est intéressant de voir à quel point s'inscrire dans la durée peut être une vraie différence pour l'association qui accueille le collaborateur. 71 collaborateurs, 20 associations, ce sont de beaux chiffres. Et effectivement, tu soulignais la capacité d'adaptation, et ça, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Je pense qu'on peut aussi souligner la bienveillance de ces salariés qui sont plus expérimentés, et puis le lien intergénérationnel qui est renforcé au sein des équipes par leur présence. Et puis aussi peut-être préciser que ce sont des personnes qui ont forcément plus de responsabilités, qui ont eu plus de responsabilités dans leur carrière professionnelle et qui donc peuvent appuyer l'équipe de bien des façons au quotidien. Et donc, je me tourne vers Béatrice. Donc, Béatrice, vous êtes engagée depuis l'âge de 16 ans. Et vous ne découvrez pas le monde associatif par le biais de votre mission donc chez Proxité. Vous êtes très engagée, notamment en tant que bénévole en dehors du travail aujourd'hui. Et puis, votre métier vous a conduit à travailler sur l'articulation entre des directions financières et informatiques. Mais aujourd'hui, vous êtes mentor et vous accompagnez donc des jeunes chez Proxité. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé à faire du mécénat de compétences. Est-ce que ça change pour vous d'avoir pu accéder à ce dispositif? Alors, vous nous avez dit un petit peu en introduction, effectivement, quel était le dispositif proposé par Harmonie Mutuelle. Mais je pense que ce serait intéressant de vous entendre sur les compétences professionnelles et relationnelles que vous mettez à disposition et puis ce que ça vous apporte au quotidien. Oui, donc effectivement, j'ai toujours été engagée dans le monde associatif et quand j'ai pu découvrir que l'entreprise permettait de faire du mécénat de compétences, tout de suite, ça m'a parlé. Donc, dès que j'ai pu, j'ai recherché des missions. Certaines grosses associations, alors les missions doivent être effectuées dans des associations identifiées où il y a des partenariats avec Harmonie Mutuelle. Et les premières associations, très grosses associations en France, j'ai pas eu de retour. On a eu un échange téléphone, puis c'est tout. Et j'ai eu la chance de voir passer une information sur le site de l'entreprise avec Proxité, où ils recherchaient des personnes pour accompagner des élèves de seconde dans un lycée professionnel. Et donc, Proxité cherche des personnes en activité. Donc, j'ai pris contact avec eux, on a échangé, connaître mes centres d'intérêt, en quoi correspondait la mission. Et eux, de leur côté, font la même chose avec les élèves des classes concernées et ils essaient de matcher les profils. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc au mois de septembre, l'accompagnement de 2 jeunes mentorés au lycée Jean Lurçat Fleury, les Aubrais, donc c'est dans le Loiret. Et moi, ce qui me plaisait aussi, c'est qu'il y a une rencontre physique, surtout après le Covid, on a fait quand même beaucoup de distanciel. Et c'était proche de chez moi. Je trouvais qu'il y avait tout pour la commodité. Ça me plaisait bien, quoi. J'allais un peu à l'aventure, parce que là, je ne connaissais pas du tout. Et donc, dans l'année, on fait 10 séances de 2 heures au sein du lycée ou parfois en dehors. C'est programmé, c'est planifié à l'avance. Donc, d'un point de vue professionnel, ça ne gêne pas mon emploi du temps. Mon manager est au courant. C'est une petite mission parce que j'ai droit à 20 jours par an dans mon entreprise et en réalité, là, ça va faire 3 jours et demi. Donc, pour l'instant, ça n'impacte pas du tout mon emploi du temps professionnel. Ça me permet de continuer mon activité, à suivre mes projets. Enfin, ce n'est pas pénalisant. On arrive à s'organiser. Et puis, vous faites bien effectivement de souligner le fait que, pour le coup, le fait d'avoir ces jours-là est particulièrement pertinent au regard de la mission qui vous est confiée et sur laquelle vous pouvez peut-être nous en dire davantage. La mission en elle-même,
Oui, donc lors de chaque activité, soit des thèmes sont préparés par l'association Proxité. Au sein du lycée, le professeur référent est toujours présent, hein. On a de très bonnes relations, surtout avec le temps. On se crée des liens, hein, avec les élèves, avec les partenaires, avec les autres mentors. Et donc, il y a soit des brise-glaces en tout début de session. Ça permet que tout le monde se rapproche, qu'on fasse mieux connaissance. Après, on s'est fixé des objectifs avec les 2 jeunes filles que j'ai accompagnées. Donc, en fonction des séances, on a travaillé dessus. Ça a été beaucoup de confiance en soi. On a débriefé sur leur soutenance de stage. Il y a eu aussi une demi-journée de venue en entreprise. Donc, j'ai sollicité des collègues en interne pour qu'elles puissent partager le côté professionnel, d'autant plus que ces jeunes, elles s'orientent vers le métier de l'accueil, du commerce. Donc voilà, j'ai cherché des collègues qui étaient dans cette filière et elles ont pu partager toute l'après-midi. Elles étaient ravies. Et là, la dernière fois, on a fait un bilan côté mentor, côté mentoré. Et finalement, tout le monde est satisfait, je dirais. Donc, ça donne envie de continuer. Et d'élargir aussi. L'année prochaine, je vais essayer. Enfin, je pense que mon manager est d'accord. On en a bien discuté. Donc, je pense que j'ai son feu vert pour continuer cette mission et voir pour élargir 3 jours et demi, 20 jours. J'ai un petit peu de marge de manœuvre pour trouver éventuellement d'autres activités. Je m'aperçois que c'est un peu différent de ce que j'ai entendu précédemment, où c'était 6 mois ou les 2 dernières années. Nous, c'est vraiment que 20 jours. Donc, c'est des petites missions finalement. Je ne sais pas si ça peut convenir à toutes les associations par rapport à ce que disait Alice. Mais je cherchais des temps longs, ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, ça permet de ne pas être éjecté de son monde professionnel. Voilà. Je peux suivre les 2 en même temps, ce n'est pas pénalisant. Et ça, c'est intéressant de ne pas se sentir mis sur la touche, quoi. On est encore dans l'entreprise et puis c'est une bouffée d'oxygène. Je ne vous cache pas que quand je reviens d'une activité de mentorat, mon chef, il me le dit, ah ça y est, t'es reboosté. Oui, on comprend bien effectivement à quel point ça doit être gratifiant aussi pour vous de pouvoir accompagner ces jeunes au quotidien. Intéressant que vous souligniez l'importance d'avoir un manager qui soit d'accord avec le fait que voilà, vous dédiez davantage de temps à cette mission. Et puis, c'est pas le cas de tous les managers. Tout à fait. Et puis, alors, j'ai pas l'exemple que vous aurez les 20 jours. Mais... Oui, je n'ai pas l'exemple sur le mécénat, mais sur d'autres activités comme ça où les gens peuvent être disponibles. Je sais qu'il y a parfois des freins, donc oui, je peux le remercier quelque part parce qu'il sait que ça me plaît et il me laisse le faire. C'est juste s'organiser entre nous et tout va bien. Et vous faites la transition parfaite avec la suite, puisqu'on va parler des freins. Merci d'avoir souligné, alors Alice, effectivement, les motivations côté association, Béatrice côté salarié. Et donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des motivations côté entreprise, même si on l'a déjà un petit peu survolé. Donc, Corinne, je veux bien que tu nous parles un petit peu des motivations des membres de l'Alliance à faire du MESA de compétences, alors tout court et peut-être si tu as des retours sur le fin de carrière plus spécifiquement, et puis que tu nous expliques un petit peu les différents freins que tu as réussi à lever chez Servier et notamment celui donc lié à la gestion prévisionnelle des emplois au sein des entreprises. Oui, alors la motivation, c'est vrai qu'on est tous réunis sur ce dispositif, donc la motivation nous semble assez évidente, mais c'est vrai que c'est pas inutile de le préciser. Le mécénat de compétences, ça fait partie intégrante de la politique RSE de l'entreprise et c'est une expression très concrète de cette politique. Et puis ça peut être aussi très lié aux valeurs de l'entreprise par ailleurs. Donc pour l'entreprise,
c'est vraiment, bien sûr, un aspect RH qu'on ne peut pas nier, parce que de toute façon, pour pouvoir mettre en place le dispositif, on a besoin de l'accord des RH dans le cadre de la gestion des carrières, par rapport à tout un tas de préoccupations RH, de qualité de vie au travail, donner du sens. C'est des choses qu'on retrouve dans toutes les entreprises. C'est vrai que d'un point de vue RH, ça coche toutes les cases. Par contre, ce qui est souvent un peu plus problématique, alors non, je vais finir sur les RH, ça coche toutes les cases, c'est pas pour autant que c'est facile à le mettre en place, parce que ça inquiète par nature au départ, si on n'a pas cette culture du mécénat de compétences, de se dire les salariés partent à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des problèmes d'assurance, comme ça a pu être évoqué. Donc, bien sûr, ça nécessite de rassurer les RH sur tout un tas de questions. Ce qu'il faut, c'est mettre tous les acteurs potentiels, les juristes, les assurances, le droit social autour de la table, la direction du personnel, et puis se faire aider quand on est au départ. Et il y a des structures comme Pro Bono Lab, Coeo et d'autres qui accompagnent la mise en place de mécénat de compétences pour justement lever ses freins et ne pas avoir l'impression que c'est incontournable parce que ça ne l'est pas. Et puis mettre en place des process et pour finir, être vraiment dans le respect de tout ce que l'entreprise impose, c'est-à-dire, bon, il faut une convention tripartite, quelquefois il y en a qui font un avenant de contrat de travail et ça c'est même nécessaire quand c'est du mécénat de compétences seniors. Donc, lever les freins, alors la motivation est là. Lever les freins, c'est pas incontournable, ça peut demander du temps. Et au sein de l'Alliance, par exemple, on a créé un groupe de travail qui visait à identifier ces freins avec le retour d'expérience de tous les membres, et puis après voir quels étaient les leviers pour lever ces freins. Et il est vrai que le benchmark de chacun, tous ces retours, tout ce qu'on a pu mettre en place, ça sert énormément justement pour aller de plus en plus vite. Et les membres qui rentrent et qui en sont au début du process disposent de cette expérience et ce que l'on souhaite faire à l'avenir, c'est vraiment travailler peut-être encore de manière beaucoup plus proche avec la NDRH, avec vraiment des acteurs, discuter avec le MEDEF, enfin bon, pour vraiment bien présenter le dispositif, les rassurer sur certaines choses encore inconnues pour certains, et puis inciter les entreprises de toute taille, hein, même si bien sûr, Julie l'a rappelé, pour l'instant dans la loi, il faut avoir 5000 salariés pour mettre en place du mécénat de compétences, ce qui nous semble un peu curieux. Voilà. Donc, les freins ne sont pas incontournables, comme je le disais. Et sur le mécénat de compétences senior, là, on saute encore une étape. Si vraiment on a réussi à instaurer du mécénat de compétences temps court, c'est déjà bien. Nous, par exemple, chez Servier, on a commencé par 2 jours par an, puis maintenant on est à 4 jours en France et Liberté à l'international. Mais pour le mécénat de compétences senior, donc c'est pas simplement du temps long et quelquefois on peut revenir dans l'entreprise. Là, vraiment, il a fallu que le travail d'assurance, de réassurance soit un peu plus profond parce que les questions étaient beaucoup plus sérieuses et impactantes. Notamment, ça a été de se questionner sur le temps qu'on leur donnait. Est-ce que c'est du 50% du temps, du 100% du temps? Sachant que là, c'est les managers qui rentrent en jeu et qui disent ah ben oui, mais moi, ça désorganise tout mon service, il y a des gens qui sont indispensables et je ne pourrais pas les remplacer puisqu'ils continuent à être payés. Voilà, donc tout ça, il faut prendre tous les sujets un par un. Sur le temps, en discutant avec les managers, il a été quand même assez clair que du 50%, ça perturbe le service encore plus. Donc, on est allé assez vite sur le 100% et ça, vraiment, c'est ce que je souhaitais. Donc, je suis vraiment très contente. Pour les associations, c'est ça qui compte. Et pour le salarié, il veut s'investir, donc ça compte aussi. Parce que Béatrice disait, elle a l'impression justement de continuer à appartenir à son entreprise, mais vraiment sur la fin de carrière, on sent que
ils continuent à se sentir, parce qu'ils représentent l'association à l'extérieur, donc ils sont l'image de l'entreprise, représentent l'entreprise, pardon, donc ils sont l'image de l'entreprise, donc ça reste important dans les comportements, dans l'expertise qu'ils apportent. Donc voilà, le 100%. Ensuite, la rémunération. On maintient quoi? Et là, en benchmarkant vraiment auprès de plusieurs entreprises, je me suis rendu compte que tout est possible, bien sûr. Et quelques entreprises qui donnent du 100% du temps offrent 70 à 80% du salaire. Donc moi, ce que j'ai souhaité, c'est qu'on garde 100% du salaire. Et ça a été validé. Donc 100% du salaire fixe, pas la part variable, parce que bien sûr, on n'est plus là, on ne peut pas évaluer la performance du salarié. On garde le 13e mois, on garde l'intéressement, la participation. Donc ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels il faut, je trouve, se battre. Parce que ça a vraiment du sens, c'est un vrai engagement de l'entreprise, ça a un coût évidemment, d'autant plus que si l'entreprise rembauche derrière une personne pour remplacer le senior, donc il y a forcément un coût, mais c'est un coût qui répond à l'engagement de départ. Pour ce qui est justement du remplacement, les managers peuvent être effarés en se disant « mais moi, je vais être bloqué dans mon recrutement puisque le salarié continue à être payé ». Et là aussi, en benchmarkant auprès des entreprises qui ont instauré le dispositif et qui ont aussi eu une démarche un peu apprenante sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, eh bien, la solution que j'ai trouvée et que certains pratiquent, c'est de sortir les salaires de la direction d'appartenance. C'est que de la gestion comptable, hein, mais ça permet aux managers d'avoir la possibilité de réembaucher, sauf si évidemment l'entreprise dit une politique en ce moment, on n'embauche pas, etc. Mais en tout cas, c'est déjà un pas pour rassurer les managers et pour dire voilà, le salarié, on crée un centre de coûts, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une solution. Voilà. Et puis après, il faut étudier les questions de défiscalisation. Là, il y a un autre problème parce que certaines grandes entreprises ont plusieurs petites sociétés, ce qui est le cas à la SNCF, ce qui est le cas chez nous, ce qui est le cas dans d'autres entreprises. Donc, comment consolider pour évaluer? Enfin, bon, il y a des questions très pointues qu'il faut voir vraiment de près parce que si on n'a pas les réponses, on dit bah, tu repasseras la prochaine fois avec les réponses aux questions. Voilà, et puis donc la fiscalité. Et oui, ce qui est important aussi dans le dispositif, je trouve, c'est de laisser la liberté de choix de l'association et ne pas imposer ces associations partenaires qui peuvent être une solution. Si le salarié hésite, on peut lui dire voilà, nous, voilà notre panel. Mais ce qui est important, tout comme le fait la BNP, c'est de faire quelque chose à la carte, d'étudier le projet de retraite, pardon, du salarié. Et si par exemple il se dit, bah, moi je veux passer ma retraite en Bretagne, on peut lui trouver dès maintenant une association en Bretagne. Donc faire un traitement à la carte et faire en sorte que le salarié soit heureux. Et si ça ne va pas dans l'association, il a un mois pour revenir, pour dire, bon, pour telle et telle raison, ça ne se passe pas bien, on lui retrouve une association. Voilà. Donc ça, c'est le système qu'on a mis en place. Beaucoup l'ont mis en place. Je cite beaucoup la BNP parce que je trouve que ce qu'ils ont fait est vraiment super. AXA, c'est pareil. Voilà. Et on est vraiment très fiers. Alors, au sein de l'Alliance, certaines entreprises ont mis du mécénat senior en place, du mécénat fin de carrière, donc pas tout à fait pareil. Par contre, pour vous donner un exemple, ma déléguée générale nous est prêtée en mécénat de compétences par la SNCF pour 2 ans. 2 ans renouvelables une fois, mais à l'issue de ces 4 ans potentiels, elle retourne dans l'entreprise parce qu'elle n'a pas encore l'âge de la retraite. Voilà, c'est encore autre chose, mais c'est une magnifique opportunité aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de façons de gérer les fins de carrière et celle-ci en est une et les membres de l'Alliance, en tout cas par les expériences de chacun, sont incités à aller également vers cette forme de mécénat de compétences. Et tu fais la transition effectivement avec la troisième partie de ce webinaire, donc sur
comment est-ce qu'on garantit la qualité du dispositif en listant effectivement déjà un certain nombre de bonnes pratiques sur lesquelles donc je vais revenir. Et en effet, peut-être s'il y avait une seule bonne pratique essentielle à retenir, ce serait d'abord de répondre aux besoins des associations. Ça, c'était pour répondre effectivement à la remarque de Béatrice sur temps long, temps court. Tout dépend du besoin. Voilà, Adèle, donc je veux bien que tu affiches peut-être la slide suivante. L'idée, c'est de pouvoir identifier les principales étapes, les jalons importants à ne pas manquer quand on déploie effectivement une politique de mécénat de compétences. Et donc, si on simplifie, parce que donc on a tenté cette slide de synthèse sur la base de l'ensemble de vos retours, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui s'y retrouvent. Donc on a 4 grands temps. Un temps effectivement où voilà, on cadre la relation partenariale tripartite, et où bien sûr l'important, c'est de faire preuve de transparence dès le début pour pouvoir trouver les bonnes réponses de manière collective. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est plutôt dédié au recrutement, puisque le mécénat de compétences de fin de carrière, c'est un recrutement comme un autre. Un troisième temps dédié à l'adaptation, et puis un quatrième dédié à l'encadrement au quotidien du collaborateur ou de la collaboratrice. Donc sur le premier point, c'est important effectivement de s'assurer, comme je le disais, qu'on répond vraiment aux besoins de l'organisation porteuse de projet. Deuxièmement, de faire en sorte que chacun puisse fixer les devoirs et les engagements de chaque partie. Donc ça, effectivement, on recommande de faire une convention de mécénat. Une fois qu'on a fixé des objectifs, qu'on a analysé les résultats, c'est important de pouvoir proposer donc une démarche collective de réflexion sur l'impact, peut-être en allant chercher des référentiels communs à titre comparatif. Ensuite, l'idée, c'est de réfléchir à des modalités d'échange qui peuvent convenir à la situation. Donc, pouvoir proposer des différentes échanges de suivi, éventuellement faire des interventions rectificatives si besoin, de pouvoir se mettre d'accord sur le reporting. Et ce qu'on fait, effectivement, des entretiens réguliers. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un rapport écrit? Bon, tout ça, c'est à décider de manière collective, sans alourdir trop le quotidien des associations qui est déjà bien chargé et fragile souvent au quotidien. Et puis, bien sûr, important de pouvoir reconnaître l'engagement du salarié, notamment par son entreprise aussi, et de pouvoir le valoriser donc pendant ou après la mission. Et bien sûr, s'il y a un échec, l'idée, c'est de comprendre ces raisons. Souvent, on voit dans ce cas-là que les responsabilités sont partagées, et puis de pouvoir continuer à améliorer cette relation partenariale. Ensuite, effectivement, sur le recrutement, l'important, c'est de définir la typologie de missions qui sont à construire, savoir dire non aussi. Parfois, on vous propose une mission qui n'est pas en adéquation avec le besoin, et dans ce cas, il faut se sentir à l'aise pour dire non. Le mécénat de compétences de fin de carrière, c'est toujours une mission coup de pouce à durée déterminée. L'idée, c'est de pouvoir prendre en considération ce point-là aussi quand on conçoit la mission, et puis de pouvoir être le plus concret et proche de la réalité quand on écrit le descriptif de poste, pour éviter un trop grand écart. Sur la question de la recherche du profil, effectivement, Corinne, tu l'as rappelé tout à l'heure, important de vérifier que c'est bien une démarche volontaire et qu'on va partir de l'envie du collaborateur pour lui laisser le choix, ne pas imposer d'association partenaire, et puis pouvoir trouver une association qui lui correspond à terme. Donc ça c'est peut-être pour des entreprises de plus grande taille qui ont le temps pour aller chercher des entreprises qui conviendraient en sur-mesure, et puis de pouvoir vérifier que le collaborateur est en accord avec les missions et valeurs qui sont portées par l'association.
Du côté de l'adaptation du collaborateur, d'une part, effectivement, il peut être intéressant de mesurer son degré de connaissance du monde associatif et de le former si nécessaire. Alors là, pour le coup, Béatrice, vous connaissiez déjà le monde associatif, donc la question se posait moins. Dans certains cas, il va être nécessaire peut-être de proposer une formation sur ce qu'est le mécénat, le monde associatif, l'intérêt général, ensuite, de savoir accueillir le collaborateur dans de bonnes conditions et pouvoir lui proposer aussi un cadre de travail adapté à sa mission pour toujours essayer de diminuer ce risque de choc des cultures. Et puis, de pouvoir aussi peut-être proposer un cadre d'échange, de partage d'expérience entre collaborateurs qui seraient dans le même dispositif. Voilà, et pour terminer sur la question de l'encadrement donc des collaborateurs tout au long de la durée, alors bien sûr, structurer la mission est important, prévoir des temps d'échange. On se retrouve en fait, alors pour certains, alors là c'est peut-être plus vrai pour le temps long. On se retrouve dans une situation qui est assez proche en fait d'un encadrement managérial proposé à un salarié, plus que comme voilà, quand on est sur du plus ponctuel. Et en même temps, voilà, on n'est pas face à un salarié, donc il faut faire preuve davantage de souplesse. Prendre en considération aussi peut-être les aspects psychologiques qui sont liés à voilà, c'est ce temps de fin de carrière qui est souvent un moment sensible où les liens sociaux ont tendance à diminuer. Et donc d'être attentif à ce point-là spécifiquement et de pouvoir aussi laisser de la souplesse dans la construction de la fiche de poste. Donc ça, c'est peut-être plus facile à faire quand on est dans une grande association pour pouvoir mobiliser la direction RH pour éventuellement pouvoir proposer un panel de missions et puis ensuite trouver l'équilibre entre des actions de terrain et puis une vie d'équipe, pouvoir vraiment tendre vers du sur-mesure le plus possible. Voilà. Et puis, bien sûr, quand ça se passe bien, de pouvoir proposer le renouvellement ou la transformation en bénévolat de la mission nous semble être des bonnes pratiques à avoir en tête. Et donc, vous avez vu, j'ai encadré 2 moments sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Donc, Alice, je voudrais que tu reviennes peut-être sur à la fois les différentes façons de lier le besoin à l'offre et puis que tu puisses décrire ton dispositif d'onboarding de l'entreprise et du salarié. Oui, merci Julie. Alors c'est vrai que tous ces éléments, pour nous, on essaie de les prendre en compte, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce sont beaucoup d'éléments à intégrer quand on veut en effet que la mission en mécénat de compétences soit réussie pour tout le monde. Donc je dirais qu'une des choses importantes, c'est d'avoir en effet des personnes disponibles et aguerries en effet à ce profil de personnes en mécénat de compétences pour pouvoir mener correctement le recrutement, parce qu'on peut vraiment parler de recrutement de cette personne dans la mission qui lui sera confiée. Voilà. Donc, d'autant plus que les dispositifs justement pour recruter ces personnes sont très variés, à la fois selon la structuration de l'association, mais aussi selon les modalités pratiques qui sont mises en œuvre par l'entreprise. Alors là, on a un schéma qui peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est un peu une réalité qu'on connaît, nous, à Habitat Humanisme. Bon, c'est vrai qu'on est aussi une structure nationale avec une fédération qui coordonne l'ensemble des associations locales. Et donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Alors, c'est un schéma là qu'on partage, nous, avec nos associations pour bien les acculturer et leur montrer les différentes façons, finalement, de pouvoir exprimer leurs besoins en tant qu'association et rencontrer le candidat pour que ça matche. Voilà. Alors là, en effet, il y a plusieurs cas. C'est l'association qui exprime un besoin. Donc nous, c'est vrai qu'on a une personne dans l'équipe Vie Associative RH qui est dédiée justement aux associations pour faire ce lien entre besoins d'association et entreprise. Et donc, elle est en lien, elle, directement avec souvent les services RH des entreprises qui proposent le mécénat de compétences. Voilà. Et donc, là, on va aider l'association à exprimer son besoin, à cadrer une mission qui correspond aussi à des missions pour un profil mécénat de compétences fin de
de carrière. Et donc, l'association, parfois, va pouvoir adresser directement sa mission à une entreprise, ce qui est quand même assez rare. Je pense notamment à AXA, qui a mis en une plateforme où les associations peuvent poster directement leur proposition de mission. Ou alors, nous, en tant que fédération, on va collecter les besoins des associations et les adresser après à l'entreprise qui préfère avoir un seul canal et de ne pas être inondé de propositions des différentes associations territoriales. Voilà. Il va y avoir une autre situation, en effet, où ça, c'est l'entreprise qui finalement va discuter en amont avec son salarié et peut-être en effet un catalogue d'associations où potentiellement son salarié peut faire des missions. Et donc après, l'entreprise va dire, ben voilà, j'ai un candidat à vous proposer, il est intéressé par les missions d'habitat et humanisme, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer comme mission? Et donc là, il y a vraiment une discussion en fonction du besoin du collaborateur, du cadre que l'entreprise donne aux missions et la fédération qui a connaissance du coup aussi des besoins de l'association. Voilà. Donc, je dirais c'est plus up-down comme dispositif. Et enfin, on a un dispositif là qui est plus libre, je vais dire, où le candidat est, je dirais, est libre finalement de rechercher plusieurs canaux pour trouver la mission qui va lui convenir, quelle que soit l'association. Donc, on a parfois des candidats qui vont nous appeler directement, soit à la fédération ou directement à l'association locale, puisqu'il est sur le territoire de l'association, et il va dire, bah voilà, j'ai la possibilité de faire une mission à mécénat de compétences avec tel cadre, etc. Est-ce que vous avez des besoins? Voilà. Donc, c'est vrai que là, c'est une démarche plus volontaire du candidat qui nous arrive, qui nous permet tout de suite voilà, de lui expliquer aussi l'association, le mouvement, etc. Et puis, un petit peu à la fois de construire sa mission. Alors, c'est vrai qu'il y a ce que l'association va exprimer comme mission au départ, mais il faut savoir que souvent, quand le candidat se présente pour remplir cette mission, c'est rarement la mission telle qu'elle était décrite au départ qui va être finalement contractualisée, puisque le candidat vient aussi avec ses envies, ses besoins, etc. Et donc, c'est vrai qu'il faut savoir faire preuve de souplesse, nous, en tant qu'association, pour faire correspondre aussi la mission à ce que le candidat recherche dans la structure. Voilà. C'est un peu voilà, les trois grandes formalités. Donc, ce qui est important, je pense, en tant qu'association, c'est d'avoir une personne quand même clé dans l'association ou dans le mouvement qui connaisse bien les dispositifs et qui soit une personne ressource pour l'ensemble des membres de l'association, qui sont souvent des bénévoles et qui ne peuvent pas être des spécialistes non plus de ces sujets. Donc, il faut savoir aussi être assez structuré et aussi pour rassurer l'entreprise, c'est-à-dire que nous, voilà, en tant qu'association, on sait ce que c'est, on sait ce que ça implique, voilà, et on va faire en sorte que tout se passe bien. Et alors justement, sur le processus d'onboarding, qu'est-ce que vous proposez en termes peut-être de formation pour faciliter l'adaptation des collaborateurs? Alors, en effet, nous, je dirais que comme tout bénévole salarié ou mécénat de compétences, tout nouveau candidat suit une journée d'insertion, je dirais, au mouvement Habitat Humanisme. Donc, c'est important aussi que ces personnes soient tout de suite mises dans le bain Habitat et Humanisme et aussi cette dimension de diversité des personnes qui font le mouvement. Donc, voilà, découvrir aussi les bénévoles, les salariés, etc. On fait des entretiens réguliers, je dirais comme un salarié. Donc, on fait en sorte à ce que régulièrement, alors au début, en général, quelques mois après le début de sa mission, pour s'assurer que tout se passe bien. Et aussi après, si la mission est longue, faire des bilans, en effet, une fois par an. Et anticiper, en effet, bien sûr, la fin de sa mission, puisqu'il est possible aussi que, comme on l'a mentionné, sa mission se termine et ils doivent retourner en entreprise, entre guillemets, pour 1 ou 2 ans. Et donc, il faut pouvoir anticiper ce moment-là pour savoir si nous, en tant qu'association, on souhaiterait qu'il reste dans son poste ou basculer aussi sur une autre mission, mais vraiment avoir ce travail de suivi du candidat. Et puis, en effet, souvent, dans une même structure, ces personnes en mécénat de compétences ont aussi une expérience à partager et aussi des questionnements à partager. Et donc, il est toujours important aussi de se faire se rencontrer ces personnes qui ont ce profil, notamment, surtout pour les nouveaux, que voilà, ils aient aussi l'expérience d'autres personnes qui ont eu le même profil et qui sont passées par la même trajectoire pour voilà, les aider à s'insérer plus rapidement. Merci Alice pour toutes ces bonnes pratiques qui, j'imagine, vont inspirer
les participants dans la salle virtuelle. Alors, avant de vous laisser la parole pour un temps de questions-réponses, peut-être, Laurent, je veux bien que tu rebondisses pour donc peut-être revenir sur les freins à lever dont Corinne parlait tout à l'heure, partager éventuellement les bonnes pratiques que vous recommandez chez Pro Bono Lab, et puis éventuellement voilà, rebondir sur ce qui a été dit, si tu le souhaites. Oui, merci Julie. Je te rejoins tout à fait sur ce que tu as pu dire tout à l'heure, notamment sur l'importance de la qualification du besoin des associations, pardon, qui, à notre sens, est vraiment un peu le garde-fou, qui permet justement de faire en sorte que le dispositif reste bien dans un axe philanthropique et ne devienne pas effectivement un dispositif purement RH, et qu'on reste dans cette fameuse relation équilibrée entre l'association, ses enjeux, ses besoins, et l'entreprise, ses enjeux, ses besoins, et finalement également le salarié au milieu, donc dans cette relation tripartite gagnant-gagnant-gagnant, comme on en parle relativement souvent. Donc, cette qualification du besoin est vraiment importante. Alors, on a vu que dans les pratiques à mettre en place, en tout cas les bonnes pratiques, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être nécessaires ou qui peuvent être intéressantes et qui ont été partagées. Et on est bien d'accord que entre une grande entreprise ou une grande association comme Habitat Urbanisme, qui a une certaine structuration déjà et qui a des moyens pour encadrer, et une petite association ou potentiellement une plus petite entreprise, les modalités de mise en œuvre vont peut-être pas être aussi simples. Et donc, l'un des freins aussi qui peut être levé, c'est la place de tiers de confiance dans cette mise en relation quand l'association ou l'entreprise ne peut pas être directement autonome. Donc, il y a une question d'autonomie finalement entre la relation association et entreprise, ou pour un certain nombre d'associations, mais aussi côté entreprise, il peut être intéressant ou pertinent d'aider cette mise en relation-là, que ce soit sur la recherche d'associations, sur l'accompagnement des salariés ou sur le suivi qui sera réalisé de la mission. Un point qui a été dit également important, c'est que c'est avant tout, ces missions-là, c'est avant tout une rencontre humaine. C'est avant tout une rencontre humaine, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui nous disent, et c'est une majorité, que dans ce qu'ils recherchent auprès de bénévoles, ce n'est pas forcément la compétence qui arrive en premier. Elle arrive en troisième en général. Après, la personnalité, le temps disponible, l'écoute de la personne et sa motivation finalement. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir déjà une belle personne avant d'avoir forcément des compétences et une expertise pointue. Ce qui ouvre beaucoup de choses, à la fois en termes d'opportunités et de se dire aussi que l'engagement et ce fameux mécénat ne peut et ne doit pas être réservé finalement qu'à des cadres sur des fonctions support, mais peut être ouvert beaucoup plus largement. Et aussi ouvrir pas mal de perspectives du côté des associations et rassurer aussi sur cette fameuse exigence de compétences avant de se lancer en mécénat de compétences. Un point aussi qui est essentiel, c'est le suivi tout au long de la mission. On a eu pas mal de retours dans lesquels, une fois que la mise en relation a été faite effectivement entre l'association et l'entreprise, finalement, et notamment sur des temps assez longs de mission, le salarié n'a plus forcément de relation régulière avec son entreprise. Je pense que là aussi, une fois que la mission a bien été cadrée, que l'ensemble des bonnes pratiques qui ont déjà été citées et que tu as pu rappeler, Julie, ont été mises en place, ce fameux suivi, il est vraiment important. Et au-delà du suivi pendant la mission, je dirais aussi le suivi après la mission, que ce soit sur l'impact sur les différentes parties prenantes, l'impact sur l'association, l'impact sur le volontaire, sur la question de la transmission potentielle de compétences. On l'a dit, une fois que la mission se termine, le salarié part à la retraite ou revient en entreprise. Et l'une des questions souvent qui remontent des associations, et notamment si ça n'a pas été préparé, c'est qu'est-ce qui reste de ces missions-là? Qu'est-ce qui reste une fois que la personne est partie? Alors, dans ces éléments de réponse, il peut y avoir une poursuite de cet engagement bénévolat, ça a été rappelé, mais il peut y avoir vraiment un travail aussi sur quelles compétences vont pouvoir être transmises, quels outils, quels livrables
vont pouvoir rester et être capitalisés par l'association au-delà de la temporalité de la mission. Et ça aussi, ça s'accompagne et ça se prépare. Et ça contribue vraiment de manière assez significative à l'impact de la mission au-delà du temps passé par le collaborateur ou la collaboratrice. Enfin, il y a un dernier point qui est plus un point d'ouverture aussi, et j'en parle d'autant plus volontiers qu'il y a des entreprises qui l'ont déjà pensé ou mis en œuvre, c'est qu'on est dans un contexte, et c'est le sujet d'aujourd'hui, d'allongement de la durée des carrières, et donc aussi d'un changement de rapport à cette question du travail et à la manière dont on va gérer une carrière quand on la débute notamment. Et donc, cette question d'engagement, elle doit s'appréhender à notre sens tout au long de la carrière. Et un mécénat senior sera d'autant plus réussi que l'acculturation à l'engagement et au monde associatif aura été fait auparavant, aura été fait dès le plus jeune âge, aura été fait quand on est étudiant, quand on est jeunes actifs. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment des gros creux en termes d'engagement au niveau des actifs, et on le comprend tout à fait. Mais quelle place et quel rôle a aujourd'hui à jouer l'entreprise pour permettre justement, au-delà du temps partiel ou du temps plein en fin de carrière, de pouvoir proposer à l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices des temps de respiration au sein de la carrière. Et ça, pour nous, c'est vraiment un sujet, notamment sur ces missions longues, parce que ça correspond vraiment à des besoins des associations. Souvent, quand des associations viennent nous voir, elles sont en recherche de manière un peu spontanée, plutôt de temps récurrent, de temps long, justement, parce qu'on l'a dit, c'est des besoins qui sont de moins en moins couverts par ces retraités, ces plus de 65 ans, avec des taux d'engagement qui ont tendance à diminuer. Donc, c'est des besoins qui émergent de manière spontanée. Et donc, l'une des questions et l'un des sujets ou des enjeux, je pense, pour l'engagement des entreprises, et notamment en mécénat de compétences, c'est quelle place et quel rôle elles vont pouvoir jouer sur cet engagement potentiellement long tout au long de la carrière. Piste Très clair. d'ouverture. Merci Laurent pour cette ouverture effectivement sur notre rapport au travail. Et c'est sûr que en tant que personne encore relativement jeune, le fait de se dire que je n'aurai peut-être pas de retraite, bah, voilà, change un petit peu la situation. Voilà pour la petite incursion. Merci à tous les quatre pour vos contributions respectives. Et donc, je vais me tourner vers Guillaume. Guillaume, est-ce qu'on a des questions dans la salle virtuelle pour nos intervenants? Oui, alors deux questions de nos participantes. La première, compte tenu du report de l'âge de la retraite, pensez-vous que les entreprises pourraient être réticentes à mettre en œuvre des programmes de mécénat de compétences en favorisant plutôt le maintien de leurs seniors dans leur rôle actuel? Première question. Deuxième. On en a déjà un petit peu. On en a déjà parlé, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir peut-être ou aller un peu plus loin par rapport à ce qu'il a pu dire déjà? Non, je pense que a priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait des réticences. Non, moi personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait des réticences. Il y aurait certainement une volonté d'approfondir et peut-être d'être un peu plus méfiant sur l'avenir en prévoyant des clauses de revoyure ou des choses comme ça, parce que ça peut encore s'allonger, on ne sait jamais. Voilà, mais vraiment que ce soit un frein, non, au contraire, ça pousse la réflexion pour moi. Oui, je rejoins Corinne. Je pense que je vois pas pourquoi ça aurait un impact négatif. Je pense qu'il y a un impact conjoncturel qui a été évoqué par Alice, notamment parce que si des personnes étaient en mécénat de compétences pendant un temps donné et qu'ils devaient partir à la retraite juste après, s'ils sont impactés par la réforme et qu'ils doivent partir plus tard, qu'est-ce que l'entreprise fait? Parce qu'elle n'avait pas forcément prévu de les réintégrer dans les effectifs. Et donc, je pense qu'il y a cette temporalité, effectivement, qui va jouer, et peut-être des entreprises qui vont mettre en stand-by leur dispositif, ou en tout cas être prudentes pendant ce temps de transition. Mais sur du moyen terme, je ne pense pas que ça ait effectivement un impact. Et peut-être, comme le disait Corinne au démarrage, qu'au contraire, ce questionnement autour de la manière dont on gère les carrières, et notamment cette transition emploi-retraite, va plutôt ouvrir des perspectives
sur de nouvelles entreprises qui souhaiteraient le mettre en place. Guillaume, est-ce qu'on a une autre question peut-être? Oui, une dernière question, pareil, qui a été aussi également répondue pendant cette table ronde. Une participante à notre webinaire a posé une question intéressante concernant le processus de mise en relation avec des associations pour le mécénat de compétences. Et plus précisément, elle se demande si c'est généralement l'entreprise qui initie le contact avec ses partenaires ou s'il existe un réseau dédié à l'identification des associations pouvant accueillir les employés dans le cadre du mécénat de compétences. Alors, Alice, tu veux peut-être donner des précisions sur l'outil qui est la situation parmi les trois que tu as présentées qui est la plus fréquente. Et Laurent, peut-être parler effectivement des plateformes qui font ce travail de mise en relation. C'est ça, il y a les deux aspects. Il y a l'association, comment identifier l'entreprise qui peut proposer du mécénat de compétences. Et en effet, l'entreprise, quelles associations peuvent être intéressées par le mécénat de compétences. Alors, je dirais que potentiellement, enfin moi, je ne connais pas d'outils, si ce n'est en effet ces plateformes où les associations sont invitées à mettre leur mission. Il faut savoir que pour une association, par contre, c'est très compliqué parce qu'une entreprise va utiliser telle plateforme, une autre entreprise va utiliser telle plateforme, etc. etc. Donc, ça démultiplie la charge quand même de travail d'une association à mettre des missions sur différentes plateformes, les mettre à jour, etc. etc. Donc, ce n'est pas toujours simple, notamment pour une association qui finalement doit quand même faire un choix peut-être d'une seule plateforme et pas démultiplier les outils. Donc, côté association, voilà, à ce jour, il n'y a pas d'outil, je dirais, universel qui permettrait à tous de poster ces missions. Par contre, c'est vrai que nous aussi, en tant qu'association, on aimerait, mais en effet, l'Alliance pour le mécénat de compétences, il y a déjà une belle visibilité donnée à des entreprises qui proposent le mécénat de compétences. Mais c'est vrai qu'on serait intéressé d'avoir, nous aussi, association, je dirais, une sorte de catalogue d'entreprises qui proposent du mécénat de compétences et quel type de format. Comme ça permettrait aussi à l'association de s'adresser aussi assez rapidement et directement aux bonnes entreprises. Voilà. Mais voilà, ça commence à se structurer, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'outils exemplaires, je dirais, sur le sujet. Laurent, est-ce que tu veux compléter sur les plateformes? Oui. Alors, pour compléter, je pense qu'il y a vraiment deux cas assez différents, mais qui posent la question de l'accessibilité au dispositif de manière globale. Et on l'a dit aujourd'hui, c'est un dispositif tant du côté des entreprises, notamment des petites et moyennes sur les territoires, mais aussi du côté des associations, notamment les petites et moyennes sur les territoires, qui reste clairement à renforcer, puisque, et notamment si on revient sur les plateformes, ce sont des outils, et Alice le rappelait très bien, qui peuvent être très pertinents, notamment pour des grosses associations qui sont déjà autonomes, qui ont déjà structuré leur recherche de bénévoles ou de mécénat de compétences, qui sont en capacité de qualifier leurs besoins, de le diffuser potentiellement sur du multiplateforme, qui ont déjà des bonnes pratiques en termes de relations avec des entreprises, parce que ça aussi, c'est deux mondes qui parfois ont du mal à communiquer, notamment sur les plus petites associations. En tout cas, il n'y a pas forcément ces pratiques-là. Et donc, se pose la question plutôt des petites associations sur les territoires, qui, elles, ne vont pas forcément avoir le temps, pas la pratique d'aller chercher l'entreprise ou pas le temps. Et donc, c'est pour les entreprises qui ont envie de faire du mécénat pour des petites associations locales en proximité, là, le sujet du sourcing est une réelle question. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en général, sur les plateformes, mais c'est vrai aussi côté des volontaires, c'est qu'on va plutôt avoir des volontaires de grandes entreprises à Paris. Sur les territoires, il y a moins de missions disponibles et moins de volontaires aussi disponibles, moins de salariés disponibles sur les territoires. Donc là-dessus, j'ai mis quelques exemples, en tout cas, que nous, on utilise en tant qu'intermédiaire aussi pour sourcer les associations, mais aussi pour être en relation. Nous, on accueille du besoin en permanence, en flux. Donc, il y a des associations qui viennent nous voir pour qu'on puisse qualifier leurs besoins et le diffuser par ailleurs. Donc, on peut être une porte d'entrée comme un certain nombre d'acteurs d'intermédiation. Mais j'invite également les entreprises à être en relation entre elles aussi sur les territoires pour faire de la prescription réciproque, parce qu'une telle va pouvoir potentiellement être mécène financière
d'une association, mais pas forcément pouvoir l'accompagner en mécénat de compétences. Mais comme elle est en relation avec elle, elle va identifier des besoins. Et si elle sait qu'une autre entreprise sur le territoire peut potentiellement l'aider, il y a ce besoin qui peut être transmis ou partagé. Il y a un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui font de l'accompagnement aussi d'associations et sur lequel ça peut être intéressant de faire connaître son offre et de faire connaître son souhait d'accompagner des associations sur le territoire. Bref, il y a une question là qui est liée à l'ancrage que peut avoir l'entreprise avec d'autres collectifs, avec d'autres entreprises mécènes. Et là, tout le sens de la démarche collective qu'Anne-Micale aussi porte et que je pense qu'on a tous la conviction autour de la table de cette importance-là. Il y a cet ancrage qui est important et qui a un rôle à jouer sur cette question du sourcing et le lien avec potentiellement des prescripteurs ou d'autres accompagnateurs qui est également essentiel au-delà des outils qui peuvent être utilisés. Merci Laurent pour ces précisions. Guillaume, tu disais une dernière question parce Oui. que peut-être qu'il y en aurait éventuellement une autre dernière. Une dernière question assez simple. Est-ce que toutes les associations sont éligibles au mécénat de compétences ou est-ce qu'il y a des restrictions? Alors ça, c'est une question pour Anne-Micale. Parce que comme je le reprécisais au début, pour pouvoir être effectivement éligible au mécénat de compétences, il faut être éligible au mécénat d'entreprise tout court et donc remplir un certain nombre de conditions d'éligibilité dans le détail desquelles je n'entrerai pas, mais vous avez une fiche repère sur l'éligibilité au mécénat qui existe sur notre site et donc la possibilité d'avoir accès à toutes ces précisions dans le menu détail. Et puis, si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous et on accompagne nos adhérents sur ce plan-là aussi, au sein de nos nombreuses missions que je ne détaillerai pas parce que l'heure tourne. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette dernière question. Et merci beaucoup, Adèle, aussi pour ton aide précieuse dans la préparation de ce webinaire. Donc, si je devais conclure en quelques mots, donc je dirais que le mécénat de compétences de fin de carrière permet de répondre aux besoins associatifs tout en améliorant la qualité de vie au travail des collaborateurs et collaboratrices. Donc, de ce côté-là, effectivement, ça peut être une transition entre le monde du travail et de la retraite uniquement si donc un certain cadre déontologique dont on a parlé aujourd'hui est respecté. Et bien sûr, si le dispositif ne vient pas compenser une mauvaise politique RH, je crois qu'on l'a déjà bien illustré aujourd'hui. Selon le baromètre amical, donc vous voyez que plus de la moitié des entreprises qui pratiquent le mécénat de compétences le pratiquent depuis 5 ans, un petit peu moins de 5 ans principalement. Donc c'est encore un dispositif relativement jeune qui a une belle carrière devant lui. Et donc qui pourra être amplifié à mesure que le temps passe. Côté porteur de projet, ce sujet vous permet aussi d'aller cibler des entreprises de plus petite taille qui seraient sensibles notamment aux enjeux d'engagement et de RSE. Comme effectivement le montre le baromètre qui classe donc sur la slide d'après le sujet de l'engagement du mécène de compétences en deuxième position pour des mécènes qui sont sensibles à l'alignement entre la politique de mécénat et la politique de RSE. Enfin, donc, on souhaitait partager avec vous donc, les ressources qui sont à votre disposition. Donc, si vous n'êtes pas adhérent, je vous invite à rejoindre le réseau. Donc, vous pouvez contacter Guillaume si vous êtes basé en région ou moi si vous êtes francilien. Vous avez à votre disposition, donc on en a parlé, les fiches repères, le baromètre du sein d'entreprise et beaucoup de documentation et d'actualité. Notre site est un puits de science, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Bien sûr, on vous transmettra le replay, le compte-rendu et puis les ressources liées au webinaire d'aujourd'hui, tout comme à nos adhérents. Et si vous êtes adhérent et que vous avez envie d'approfondir certains sujets, vous avez donc un webinaire qui a été fait il y a maintenant 1 ou 2 ans sur les spécificités juridiques et fiscales du dispositif du mécénat de compétences et on vous prépare donc prochainement le 7 juillet un deuxième atelier juridique sur cette question.
Le replay du webinaire sur la mesure d'impact, les bons réflexes, donc avant de se lancer concernant le mécénat de compétences, vous permettra de réentendre Corinne d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et puis, on a également fait une visio réseau sur comment faire vivre ces plateformes d'engagement des collaborateurs, avec plutôt un spectre mécène, mais en vous écoutant, je me dis que le spectre porteur de projet pourrait être également passionnant à approfondir. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à nos 4 intervenants du jour. Et donc, effectivement, je souhaitais terminer sur les prochains événements qu'on vous prépare. Donc, Guillaume vous accueillera à Lyon pour un déjeuner le 9 juin prochain. Le 12 juin, il sera à Bordeaux donc pour une restitution régionale du baromètre du mécénat d'entreprise suivi d'un cocktail. Et puis, donc, le 16 juin, on vous prépare un autre atelier juridique avec notre équipe juridique dédiée aux distinctions entre mécénat et parrainage. Voilà. Et sur la slide d'après, donc les 2 et 3 octobre prochains, on sera ravis de vous retrouver au Mécène Forum à Lyon. Et donc, petit scoop, on parlera de l'engagement des collaborateurs. Je n'en dis pas plus. Et vous pouvez retrouver effectivement sur la slide d'après un dessin qui avait été réalisé par Philine Benlou, toujours facilitatrice graphique dans le cadre du Mécène Forum 2021. On avait interrogé les nouveaux récits de l'engagement des collaborateurs au-delà du mécénat de compétences, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, vous le savez, l'Institut Admical délivre un catalogue de formations, donc 19 à ce jour, et notamment une formation sur l'engagement des collaborateurs que nous délivrons en partenariat avec Proponolab et l'Alliance pour le mécénat de compétences, qui a pour objectif d'identifier les enjeux stratégiques, de découvrir les différents modes d'implication des collaborateurs et puis de préparer un plan d'action. Voilà. Et puis pour finir, je sais qu'on vous met dans le chat le lien vers notre petit questionnaire de satisfaction. Si vous souhaitez nous aider à concevoir nos prochains événements, vos contributions sont précieuses, toujours très pertinentes et utiles pour faire du sur-mesure. Donc, je me suis beaucoup servi de vos retours pour concevoir le fil rouge de cet événement d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, toute l'équipe Admical reste à votre disposition si vous avez des questions. Et donc, je vois qu'il est 16h01, donc il est temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite beaucoup de mécénat de compétences de fin de carrière. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.